Bonsoir, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder notre nouveau chapitre du cours de chirurgie vasculaire en présentant les facteurs de risque. Évidemment, ces facteurs de risque sont présentés avec les possibilités de modification. Avec l'âge, le nombre de pathologies susceptibles d'affecter négativement la santé et le risque opératoire des patients augmente. Ces pathologies constituent des facteurs de risque d'athérosclérose, accroissant le risque de maladies coronariennes et de maladies vasculaires périphériques. Alors, ces maladies incluent l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et la maladie cérébrovasculaire. La maîtrise de ces facteurs permet de réduire le risque de progression de la maladie vasculaire et des événements périopératoires indésirables. En revanche, leur absence de maîtrise contribue au développement de la maladie vasculaire et augmente le risque d'événements périopératoires indésirables. Alors, dans ce chapitre, nous allons aborder certains facteurs de risque cardiovasculaire durs à prendre pour minimiser les événements cardiovasculaires, ces événements cardiovasculaires, évidemment, au moment des interventions vasculaires. Je commence malheureusement par le tabac, l'abus du tabac. Le tabagisme est un facteur prédictif indépendant des maladies vasculaires. Le tabagisme contribue énormément aux échecs d'intervention vasculaire et à l'apparition d'événements périopératoires indésirables. Le tabagisme est associé au développement de la maladie coronarienne. Il est prouvé que ces effets néfastes se concentrent davantage sur la circulation cérébrovasculaire et celle des membres inférieurs. Alors, le fait de fumer augmente au moins de 2 fois le risque d'accident vasculaire cérébral, de 4 à 6 fois le risque d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, soit 2 fois son impact négatif sur la circulation coronarienne. Alors, ici, je vous présente un graphe vous permettant de comprendre l'étendue de l'impact de chaque facteur de risque athérosclérotique sur le développement des maladies vasculaires des membres inférieurs. En tout premier chef, le tabac. Secondairement, en second lieu, le diabète, l'hypertension et ainsi de suite. Alors, on comprend que les fumeurs, comme moi, sont condamnés. Malgré le pouvoir addictif de la nicotine, elle ne semble pas intervenir dans les effets dévastateurs du tabagisme sur le système vasculaire. Par contre, il existe des agents oxydants présents dans le tabac qui peuvent provoquer une vasoconstriction, une hypertension, un dysfonctionnement épithélial qui, outre l'inhibition de la prostacykline, induisent un état d'hypercoagulabilité relative avec les conséquences que vous connaissez. L'effet de ces substances oxydantes de la fumée de cigare entraîne une augmentation du dépôt de lipides, de l'agrégation plaquettaire et un dysfonctionnement des cellules musculaires lisses et vaisseaux, évidemment. L'ensemble de ces effets nocifs simule la formation de nouvelles lésions d'athérosclérose, fragilise les lésions existantes, provoquant évidemment leur
détachement rendant beaucoup plus susceptible la thrombose, les rendant beaucoup plus susceptibles à la thrombose. Alors, le tabac est un phénomène, je dirais, difficile à cerner. Alors, il existe des campagnes d'abstinence, en faveur de l'abstinence tabagique, basées des fois sur une thérapie, sur des traitements à l'aide de médicaments, des traitements sur un fond psychologique, pouvant aboutir au sevrage, mais fait seulement à 25% des patients répondent à cette campagne d'abstinence. Alors ici, vous pouvez regarder sur un graphe, après, le taux de patients, après, par rapport aux méthodes utilisées, pouvant, je dirais, cesser, pour répondre à cette campagne d'abstinence, de promotion, ou à cette campagne de promotion pour l'abstinence tabagique. En second lieu, l'hypertension. Vous vous rendez compte quand un hypertendu fume, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, quand vous prenez en charge et vous contrôlez l'hypertension artérielle, vous limitez la progression de l'artériopathie périphérique. Vous diminuez également le risque d'événements cardiaques pré-interventionnels indésirables, tels que péri-interventionnels indésirables, tels que l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, la mort subite d'origine cardiovasculaire. En principe, je devrais vous faire un cours sur la mort subite d'origine cardiovasculaire. Alors, le risque de chacun de ces événements est 2 à 4 fois plus élevé chez les patients hypertendus que chez les patients normotendus. Alors, selon les associations savantes, une pression artérielle doit être inférieure ou égale à 140 mm de mercure pour la pression systolique et une pression artérielle diastolique inférieure à 90 mm de mercure. Et ces valeurs sont considérées comme valeurs cibles. Alors, des valeurs cibles plus basses de l'ordre de 130 par 80 ou moins sont bénéfiques chez les patients diabétiques, insuffisants rénaux et atteints de certaines formes de cardiopathie. Alors, des médicaments sont utilisés pour combattre l'hypertension artérielle. Alors, ces médicaments sont contemplés dans le cours de cardiologie, dans le cours de thérapeutique. Et je ne vais pas les étaler dans ce cours, mais ces médicaments aident énormément à faire baisser la pression artérielle. Et je voudrais mettre l'emphase sur la simvastatine, okay, qui est utilisée chez les patients et de ses effets bénéfiques, sur la réduction des risques d'accidents cérébrovasculaires et ses effets bénéfiques aussi sur les besoins de revascularisation. Et ce tableau que vous allez analyser certainement, un peu compliqué du point de vue statistique, va vous permettre de comprendre les effets de ce médicament. Le diabète. Vous vous imaginez un diabétique hypertendu fumeur. Alors, le diabète présente des répercussions macrovasculaires, microvasculaires. C'est un facteur prédictif indépendant d'accident vasculaire cérébral et d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Le risque d'amputation chez les patients diabétiques atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est 10 fois supérieur
à celui des non-diabétiques. Si un contrôle de la glycémie strict est important pour prévenir les complications microvasculaires telles que la néphropathie, la rétinopathie, la neuropathie, son impact sur la réduction des événements cardiovasculaires est encore incertain. Alors, il semble probable que les diabétiques bénéficiant de contrôle glycémique intensif présentent des taux plus faibles de claudication et de recours à la revascularisation et d'amputation. Un contrôle rigoureux de la glycémie semble réduire l'athérosclérose. Alors, on pense que ce contrôle pourrait contribuer à la prévention, à la guérison et au traitement des infections des tissus mous. L'Association américaine de diabète recommande le maintien d'un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7%. Alors, ce taux renseigne sur le contrôle de la glycémie. Le traitement antiplaquettaire peut réduire le risque de l'incidence, des événements cardiovasculaires chez les patients atteints de pathologie vasculaire périphérique. Ce bénéfice n'est pas nécessairement lié à une amélioration des symptômes aux membres inférieurs ou à la distance de la marche chez les personnes souffrant de claudication, mais plutôt une réduction du risque d'accident cérébrovasculaire, des fractures du myocarde, deux événements potentiellement mortels. Alors, il existe une méta-analyse de l'antithrombotique trialiste collaboration. Il existe une méta-analyse qui a montré une diminution du taux de fracture du myocarde, d'accident cérébrovasculaire, de décès d'origine vasculaire chez les patients atteints de maladies vasculaires périphériques traités par les antiplaquettaires. Alors, ces antiplaquettaires comprennent l'aspirine, que vous possédez mieux que moi en termes d'action, en termes de mécanisme d'action. Alors, l'aspirine inhibe de manière compétitive la cyclooxygénase, en vrai, et son effet sur l'inhibition de la cyclooxygénase bloque la production de prostaglandine et de la thromboxane A2 à partir de l'acide arachidonique. L'effet délétère de la thromboxane A2 provient de son activation du site de lésion du complexe GP2B et 3A sur les plaquettes, permettant ici la fixation du fibrinogène et l'agrégation plaquettaire. Il existe également le clopidogrel que vous connaissez encore, un inhibiteur non compétitif du récepteur de l'adénosine diphosphate sur les plaquettes, empêchant l'agrégation plaquettaire. Et d'autres médicaments comme la picotamine, le silostazole, le dipyridamol, qui peuvent jouer leur partition dans cette lutte contre les accidents vasculaires. Donc, également jouer leur partition. Alors, il faut citer l'hyperhomocystéine comme facteur associé à un risque accru de maladies artérielles occlusives. On observe des taux élevés d'homocystéine chez des patients, chez 30 à 35% des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. La protéine C réactive et la fibrinogène. Une association a été observée entre des taux plasmatiques élevés
de ces marqueurs de l'inflammation et les maladies vasculaires. Alors, cette relation est considérée comme une association et non comme une relation de cause à effet. L'obésité, imaginez une personne obèse, fumeur, diabétique, hypertendu. Alors, l'obésité n'est pas un facteur de risque en soi. Le développement d'une artériopathie périphérique. Alors, l'obésité complique tout. Encore la thrombose, encore le diabète, l'accès vasculaire difficile, l'accès endovasculaire difficile et représente un facteur de risque de complications périopératoires, comme la pneumonie, la thrombose veineuse, l'embolie pulmonaire. Alors, l'obésité augmente le taux de complications de la plaie, notamment au niveau des expositions des artères fémorales dans les, au niveau pratiquement de toutes les régions. Alors, il convient d'évaluer les risques. La plupart des patients qui présentent des manifestations de maladies vasculaires périphériques nécessitant une intervention souffrent également de maladies cardiaques. On comprend que la maladie vasculaire, une fois présente, intéresse pratiquement tous les vaisseaux de l'organisme. Alors, cette propension à développer d'autres maladies accroît le risque de morbidité et de mortalité périopératoire. Alors, la préparation de ces patients en vue d'une intervention chirurgicale doit être une évaluation précise des risques, tenant compte de l'indication de l'intervention, du type d'anesthésie et de l'optimisation des comorbidités. Alors, cette partie du cours est consacrée à l'évaluation et à la réduction du risque cardiaque périopératoire selon des recommandations fondées sur des données probantes. Risque cardiaque. Considérons d'abord le risque cardiaque périopératoire. Pour obtenir d'excellents résultats en chirurgie vasculaire programmée, il est important d'évaluer les risques. En tout premier chef, le risque anesthésique. Alors, historiquement, l'état physique préopératoire est corrélé à la morbidité et à la morbidité anesthésique selon la classification ASA de l'American Society of Anesthesiologists. Alors, ce système de notation vous est présenté. La classification ASA comporte 5 niveaux correspondant à un patient en bonne santé niveau 1 et 5 à des comorbidités graves. Voici cette classification. Ça, ouais, avec des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec les états, les situations y afférentes. Goldman a, en 1977, développé un système de score complet pour évaluer le risque cardiaque chez le patient non cardiaque. Alors, voici ce score de Goldman avec les paramètres et la pondération, ainsi une indice, avec des indices, ainsi, je dirais, un autre tableau. Alors, il existe deux tableaux, un tableau présentant les indices de risque et l'autre tableau, les complications à partir de la pondération. Alors, il convient d'utiliser un algorithme fondé sur des données probantes.
L'infarctus du myocarde est la principale cause de décès après une intervention vasculaire dans 3 à 6% des cas programmés. De plus, une ischémie myocardique est présente dans 20 à 40% des interventions vasculaires, selon l'intensité des investigations. Alors, Edzer et ses collègues de la Cleveland Clinic ont déterminé la prévalence de la coronaropathie chez les patients vasculaires, démontrant qu'une coronaropathie sévère mais corrigible est présente chez près d'un tiers des patients se présentant pour un traitement chirurgical d'une maladie vasculaire périphérique. Il s'agit de l'anévrisme de l'aorte dans 32% des cas, de la maladie cérébrovasculaire dans 26% des cas, de l'artériosclérose des membres inférieurs dans 28% des cas. Alors, le CAD sévère et corrigible est présent chez environ 50% des patients souffrant d'encore et chez 30% de ceux ayant des antécédents d'infarctus du myocarde. Alors, on a inventé des critères. Eagle a présenté des critères tels que l'angine de poitrine, l'antécédent de l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque congestive, le diabète, l'âge supérieur à 70 ans, comme des critères pouvant nous permettre. Et la présence de ces critères entraîne une augmentation. En présence de 3 critères ou de plus, le risque est de 30%, 70% chez des patients présentant une coronaropathie sévère à l'angiographie. Alors, ici, je vous présente les recommandations qui datent de 2014 de l'Association américaine de cardiologie pour l'évaluation cardiaque préopératoire. Ceci pour vous dire que quand un patient va bénéficier d'une intervention en chirurgie vasculaire, et pour moi, en chirurgie tout court, ce patient doit bénéficier d'abord d'une évaluation incluant le score d'ASA, le score de Goldman, les critères d'Eagle. Alors, quand on parle de recommandations, il faut une certaine compréhension des niveaux de preuve clinique et des recommandations. Alors, il existe des niveaux d'évidence, niveau A, niveau B, niveau C. Alors, il existe aussi une classification des recommandations. Alors, l'évidence au niveau A, les données sont issues de plusieurs essais randomisés ou méta-analyses. Niveau B, d'un seul essai, d'études non randomisées. Niveau C, d'études rétrospectives de cas ou d'avis d'experts. Alors, pour ce qui a trait à la classification de la classe 1, le traitement ou la procédure est utile ou efficace. Classe 2, la recommandation en faveur d'un traitement d'une procédure jugée utile ou efficace, tenant compte des bénéfices et des risques. Classe 2B, l'utilité ou l'efficacité est moins bien établie. Classe 3, le traitement ou la procédure est inutile et peut-être nocive. Alors, chaque fois que vous allez toucher un patient du point de vue chirurgical, il faut tenir compte pour chaque pathologie des cliniques. Non, pas seulement en chirurgie vasculaire, mais aussi en chirurgie générale, pour regarder les niveaux d'évidence et les classes de recommandation. Alors, quand on doit évaluer cliniquement le risque cardiaque, on doit tenir compte des affections cardiaques actives, comme les syndromes coronariens, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme, le bloc, l'arythmie, la tachycardie, la valvulopathie sévère. Il faut être en mesure d'établir le score de risque cardiaque à 6 facteurs qui vous est présenté sur ce tableau. Il faut regarder aussi les antécédents de cardiopathie ischémique, l'insuffisance cardiaque, les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète, insuline dépendant, l'insuffisance rénale, de chirurgie vasculaire intrathoracique, intra-abdominale ou supra-inguinale. Il faut évaluer aussi les besoins énergétiques du patient estimé pour diverses activités. Il faut une estimation des risques
liées à différentes interventions. Alors, lorsque vous allez prendre en charge un patient en chirurgie vasculaire, il faut établir les niveaux de risque. Faible risque, il existe des interventions à faible risque, il existe des interventions à risque intermédiaire et des interventions à risque élevé. Par exemple, la reconstruction aortique à ciel ouvert pour ADB, c'est une intervention à risque très élevé. Un pontage aortobifémoral, c'est une intervention très élevée. Par contre, une endartérectomie carotidienne à ciel ouvert est une intervention à risque intermédiaire, tout comme la pose de stent. Il faut réaliser chez des patients aussi des examens non invasifs. Je veux parler de l'électrocardiogramme, de l'échocardiographie du stress à la dobutamine, la scintigraphie myocardique. Alors, et pour l'électrocardiogramme, on peut considérer l'électrocardiogramme au repos et l'électrocardiogramme d'effort. Alors, pour ce faire, il existe un protocole appelé protocole de Bruce que je vous demande de bien approfondir, de bien comprendre, afin de pouvoir le mettre en pratique. Après. La perfusion de dobutamine permet de regarder les zones correspondant aux lésions occlusives coronaires, en augmentant le stress myocardique et la demande d'oxygène, puisque la dobutamine est un agoniste des bêta-récepteurs, bêta-1 qui augmente la contractilité myocardique. La scintigraphie de perfusion peut être utilisée pour vous permettre de voir à partir de traceurs et de vous permettre de reconstruire les différentes dégradations de la perfusion au niveau du myocarde, c'est-à-dire au repos, tout comme à l'effort. Les anomalies de la conduction cardiaque doivent être identifiées, caractérisées. Il en est de même pour les simulateurs cardiaques implantables. N'oubliez pas que vous allez utiliser le côté. Alors, en ce qui a trait à ces simulateurs cardiaques, une discussion doit être engagée entre le chirurgien et l'électrophysiologiste pour pouvoir établir un protocole périopératoire sûr et adapté. Alors, il existe des stratégies pouvant nous permettre de réduire les risques pulmonaires. Arrêt du tabac, hors de la chirurgie en cas d'infection grave, utilisation d'une anesthésie péridurale, spirométrie, pression positive continue en cas de ventilation mécanique. Alors, autant d'attitudes que le chirurgien doit, autant de postures que le chirurgien doit prendre pour réduire les risques d'infection pulmonaire. Et malgré tout, les infections pulmonaires surviennent. En cas d'insuffisance rénale, il faut déterminer aussi l'importance de la dysfonction rénale en période périopératoire et mesurer la créatininémie et réaliser aussi la clearance et va nous permettre d'évaluer de manière beaucoup plus précise la fonction rénale et les répercussions de l'intervention sur le rein non fonctionnel. Alors, il existe des méthodes que je vous ai passées pour vous permettre de calculer la clearance de la créatine. Le diabète. Alors, il existe des recommandations en ce qui concerne la glycémie préopératoire doit être inférieure à 110 mg par décilitre. La glycémie maximale ne doit pas dépasser 180 mg par décilitre chez les patients hospitalisés et 110 mg par décilitre chez les patients en soins intensifs. Alors, la prise en charge préopératoire du diabétique
dépend du moment de l'intervention et de son traitement habituel. Des fois, ce traitement paraît difficile, mais cependant, il existe tout un protocole qui vous est présenté vous permettant de réaliser la prise en charge des patients diabétiques en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire afin de prévenir les complications, mais aussi afin d'éviter aussi l'impact négatif de l'hyperglycémie sur l'ensemble du processus chirurgical. Alors, les messages clés de ce chapitre, la maîtrise des facteurs de risque, les messages clés de ce chapitre comprennent la maîtrise clé des facteurs de risque cardiovasculaire, tabac, hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie, ralentit la progression de la maladie vasculaire et améliore le processus, le pronostic périopératoire. Une évaluation préopératoire rigoureuse des risques cardiaques, pulmonaires et rénales est essentielle pour réduire la mortalité. Alors, il convient l'importance du sevrage tabagique, du maintien d'une pression artérielle dans les limites de la normale, du contrôle strict de la glycémie, de l'administration des antiplaquettaires et des statines pour réduire le risque d'infarctus du myocarde. Évidemment, il faut arrêter les antiplaquettaires avant l'intervention pour éviter des risques de saignement. Et il faut comprendre aussi l'importance d'une optimisation des comorbidités et une adaptation de la stratégie anesthésique au niveau des risques de l'intervention. C'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je souhaite pouvoir répondre à vos questions.